Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Loïc. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Tous supporters de l'OM qui arrivent à Ajaccio, interdit de circuler. Match à haut risque ce soir face à l'OM. Les autorités craignent des incidents après ceux d'hier entre supporters corses et marseillais. 600 fans de l'OM sont attendus. Le maire a demandé l'annulation du match, mais sans succès. À la une également, ce nouveau maire menacé. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Le maire de Montjoie, dans le Tarn-et-Garonne, est placé sous protection policière. Il est menacé de mort depuis ces violentes attaques à l'encontre d'un youtubeur d'extrême droite. Tout cela sur fond de différents locales. Ce n'était pas arrivé depuis trop longtemps, cet excédent de pluie dans le Var le mois dernier. Les agriculteurs s'en réjouissent, mais après des records de jours sans précipitation, le risque de sécheresse cet été n'est pas derrière nous. Le coup d'envoi sera donné à 21 h, mais en attendant, la tension monte déjà. 600 supporters sont attendus pour le match de Ligue 1 Ajaccio-OM ce soir sur l'île de Beauté. Mais les Marseillais sont coincés dans une fan zone. Élise Breteau, vous êtes notre correspondante sur place. Le préfet a pris un arrêté, interdiction de se déplacer pour éviter de nouveaux incidents. Oui, effectivement, je me trouve plage du Ricante à Ajaccio où plusieurs centaines de supporters marseillais sont déjà sur place. Ils ont été escortés dès la descente du bateau ce matin par les forces de l'ordre jusqu'à un établissement de plage. Certains souhaitaient regagner leur chambre d'hôtel, mais ils n'ont pas eu le choix. Les services de la préfecture souhaitent éviter ainsi tout nouveau débordement après les heures d'hier soir. Il est donc demandé aux 600 supporters marseillais de se réunir ici, plage du Ricante. C'est de là qu'ils seront escortés vers le stade par un solide cordon de sécurité. Mais la question qui se pose d'ores et déjà, c'est l'après, car tous ont prévu de dormir sur place ce soir. Le match devrait se finir aux environs de 23 h. À cette heure, il n'y a plus de bateau, il n'y a plus d'avion pour rejoindre Marseille. Pour l'instant, les supporters n'ont reçu aucune consigne. Vont-ils pouvoir regagner leur hôtel? Vont-ils pouvoir circuler librement en centre-ville? La fête des pêcheurs pourrait ainsi se terminer plus tôt que prévu dès la fin de la rencontre. C'est ce que nous verrons ce soir. Merci beaucoup Élise Breteau pour ces précisions en direct d'Ajaccio où l'on vous retrouvera évidemment un peu plus tard pour suivre les préparatifs de ce match sous haute tension. Tension également dans le milieu du football après cette commission de discipline qui a été demandée sur ce match de Ligue de football par la Ligue de football professionnel. Elle se réunira lundi après cette agression d'un joueur de Rodez. C'était hier par un spectateur. Le match Bordeaux-Rodez qui a dû être définitivement arrêté et c'est le milieu de terrain Lucas Boadès qui a été violemment bousculé par un supporter bordelais entré sur le terrain et il va rester sous surveillance médicale puisqu'il souffre d'une commotion cérébrale. D'où cette question qu'on se pose cet après-midi sur BFM TV. Que se passe-t-il dans le foot français? Bonjour Pierre Thévenet. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste RMC Sport. 600 supporters marseillais, donc on le disait, attendus ce soir à Ajaccio, dont des ultras. Est-ce que les autorités ont raison de craindre des débordements? En tout cas, les événements d'hier soir leur donnent raison, puisqu'il y a eu des heurts entre supporters marseillais et supporters ajacciens. Ce sont des Ajacciens qui sont allés essayer de déloger les supporters marseillais qui étaient dans leur hôtel rue Fèche. Des premiers affrontements ont eu lieu dans la soirée, puis se sont poursuivis dans le centre de la ville, notamment dans un bar où des échanges des mobiliers ont été lancés dans la rue. Le maire Stéphane Sbradja avait demandé l'interdiction de déplacement des supporters marseillais. Il n'a pas eu gain de cause. Il a demandé également l'annulation pure et simple du match. Là non plus, on ne lui a pas donné raison. Et ce qui fait que désormais, les supporters marseillais sont arrivés à Ajaccio et qu'il va falloir les gérer aujourd'hui. D'abord dans cette fan zone sur la plage, puis sur le trajet jusqu'au stade François Coty, puisqu'il n'y a une seule route pour accéder à ce stade et donc on pourrait craindre de nouveaux affrontements à ce moment-là. Ensuite, il y aura le match à gérer puisqu'il y a une grosse communauté de supporters marseillais aussi à Ajaccio. Donc on peut craindre un stade un petit peu divisé. Et puis ensuite, la nuit, en même temps que cette fête des pêcheurs, où les Marseillais vont rester dans la ville la nuit. Certains n'ont pas de logement pour passer la nuit. Donc on peut risquer à nouveau des affrontements entre Ajacciens et Marseillais. Merci beaucoup Pierre Thévenet pour ces précisions. On rappelle que le match aura lieu ce soir à 21 h pour donc cet affrontement entre Ajaccio et l'OM. Dans
dans l'actualité également. Malheureusement, ça continue. Ces commentaires moqueurs sur l'INSEE, même après la mort de l'adolescente, cette collégienne qui s'est suicidée après des mois de harcèlement scolaire. Nous ne tolérons pas et continuons de prendre des mesures contre ces contenus, assure un porte-parole de Facebook, le réseau social qui a été mis en cause par la famille, qui a porté plainte contre le réseau. Plainte également contre la direction du collège ou encore le rectorat. La famille sera reçue lundi au ministère de l'Éducation. La justice a mis 5 personnes sous contrôle judiciaire après la mort de l'INSEE. 4 mineurs ont été mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Une mère d'élève a été mise en examen pour menace de mort. La mère d'une des harceleuses a envoyé un message à l'INSEE qui est ce dernier. Attention à toi l'INSEE, j'espère que tu ne vas plus te défendre. Un accident est vite arrivé. Expliquez-moi comment est-ce qu'aujourd'hui une maman digne de ce nom peut ne pas réprimander son enfant mais l'encourager à harceler quelqu'un. La famille de l'INSEE veut aller plus loin dans son combat en justice, estimant avoir tout fait pour alerter les autorités. Jeudi, son avocat a annoncé 4 plaintes supplémentaires. Contre le directeur du collège, contre l'Académie de Lille, contre les policiers qui n'ont rien fait pendant des mois dans le cadre de cette enquête, alors qu'ils avaient à leur disposition des éléments extrêmement alarmants. Et enfin contre Facebook France et Instagram France, qui ont totalement bafoué les obligations qui leur incombaient en matière de contrôle, de modération des contenus. Les proches de l'INSEE dénoncent aussi les insultes contre la jeune fille sur les réseaux sociaux, qui se poursuivent même après sa mort. Une marche blanche aura lieu le 18 juin. Sur l'affiche, le visage de l'INSEE et un point levé, symbole de combat. Avec ce slogan, « Justice pour l'INSEE ». Du harcèlement qui passe des réseaux sociaux au réel. C'est ce que subit actuellement le maire de Montjoie, cette petite commune du Tarn-et-Garonne, après des violentes attaques de la part d'un youtubeur d'extrême droite. L'élu est désormais menacé de mort avec des inscriptions, vous le voyez, jusqu'à son domicile, très explicite, ces taches rouges, comme le sang bien sûr. Tout ça pour une histoire de différend local, un contentieux autour d'un chemin entre 2 propriétaires. Nous sommes dans un état de droit, je représente la République, je suis ici, je n'ai rien à me reprocher, donc je suis bien en place. Donc ils ont fait une deuxième vidéo, c'est une mise en scène de façon à m'attraper, ils le montrent clairement, m'attraper, me tabasser, ils montrent des scènes de viol, on doit me violer et me finir sur la place. Et ensuite, le samedi suivant, ils ont placardé sur 20 km aux alentours du village, mon nom, Christian Urgal Lafouine, avec les flèches pour indiquer mon domicile. Ce qui fait que le lundi, des jeunes sont aussi arrivés. Ils ont enlevé les couleurs sur la mairie de Montjoie. Ils ont été rattrapés et punis. Et ensuite, le mercredi, ça continue. Ils ne s'arrêtent pas, l'intimidation. Et là, ils ont badigeonné la maison de la dite propriété de rouge, comme représenté du sang. Donc, et sans compter toutes les menaces que j'ai reçues sans cesse sur mon portable et dans mes emails. Toujours sur Internet, vous les avez peut-être vus passer ces derniers mois, si vous suivez les influenceurs, comme on dit sur les réseaux sociaux, des messages pour rappeler les règles, les obligations, les interdictions aussi sur certains de leurs posts. Plusieurs habitués de ces messages qu'ils postent comme contre rémunération se sont fait épingler par la répression des fraudes, 6 exactement. On en parle avec notre invité Fabrice Epelboin. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes entrepreneur et spécialiste des médias et des réseaux sociaux. Alors il y a évidemment cette question de quel type de fraude on parle exactement? On parle de fraude qui habituellement, si on faisait de la publicité conventionnelle dans les journaux ou à la télévision, serait sanctionnée immédiatement. On est juste sur la régulation d'un secteur d'activité qui jusqu'ici naviguait dans un flou dont il profitait allègrement. De quoi s'agit-il comme sanction? De quoi parle-t-on? On parle de sanctions qui, là encore, s'appliqueraient tout à fait normalement à des entreprises qui commettraient de telles fraudes. C'est quelque chose qui n'a absolument rien d'exceptionnel, qui s'applique dans le milieu de la publicité, qui donne lieu de temps en temps à des sanctions dans le monde de la publicité, mais elles sont rares parce que l'écosystème de la publicité et des médias connaît les règles et très rarement les bafoue. Alors que là, on est face à un nouvel écosystème qui génère énormément de revenus, de la même façon que la publicité, quand elle a émergé dans les années 70-80, a commencé à être quelque chose de totalement central pour commercialiser des produits. Aujourd'hui, c'est les influenceurs. Mais pour bien qu'on comprenne très concrètement, si vous pouvez nous donner des exemples, il y a 6 influenceurs donc, qui ont été épinglés. Pour quel motif? Qu'est-ce qu'ils ont posté qui n'allait pas concrètement et à quoi ressemblent ces sanctions?
Alors, je vais vous donner 2 exemples classiques du monde des influenceurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le dropshipping, c'est-à-dire faire la promotion d'objets qui, en réalité, sont expédiés par l'intermédiaire d'une entreprise chinoise qui va vous expédier quelque chose qui ne correspond absolument pas à ce que vous a promu l'influenceur. Et puis, il y a eu aussi énormément d'affaires autour d'arnaques, souvent autour des cryptos, qui consistaient à devenir riche rapidement et généralement, pour ne pas dire systématiquement, quand on vous fait une telle promesse, c'est une arnaque. Le problème, c'est que quand on a des millions de followers sur Instagram ou sur TikTok et qu'on fait de telles promesses, on entraîne dans ces mensonges une quantité faramineuse de gens qui perdent beaucoup d'argent, en tout cas à l'échelle de leurs revenus, et ça met énormément de monde en difficulté. Du coup, on a là encore une sanction qui est on ne peut plus classique, tout à fait calée sur ce qui vous tomberait à vous et à moi sur la tête si demain, sur l'antenne de BFM, on se mettait à faire la promotion d'arnaques financières à base de crypto ou même à base de monnaie fiat tout à fait traditionnelle. Alors là, par exemple, ce qui est un peu surprenant, un peu nouveau, puisque une législation est toute récente là-dessus, c'est que, par exemple, ces influenceurs qui ont été épinglés ont dû doivent poster tous les jours sur leurs réseaux sociaux un message expliquant ce qu'il s'est passé, expliquant la sanction judiciaire. Et c'est ça qui est un peu nouveau. Est-ce que vous pensez que c'est efficace ? Oui, c'est probablement efficace parce qu'ils sont très suivis, donc ces messages devraient être extrêmement suivis, d'autant plus que forcément ça va buzzer, donc ça va surexposer ces messages en particulier et probablement alerter leurs followers qu'il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre et que ces gens-là ont essentiellement une activité commerciale, qu'ils monétisent leur image à travers des opérations commerciales relayées par des entreprises et que jusqu'ici, ils n'obéissaient pas aux règles et aux standards qui s'imposent depuis très longtemps dans le monde de la publicité, que dorénavant, ça n'est plus le cas et que dorénavant, l'État sera là pour veiller au grain et faire en sorte que tout ne soit pas possible sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Fabrice Epelbaum d'avoir été notre invité cet après-midi sur BFM TV pour y voir un peu plus clair donc, sur ces sanctions contre des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs une forme de réseau social, ce GPS, pas comme les autres, collaboratif. L'application Wave à Nantes promet permet de se guider sur un trajet sécurisé d'un point à l'autre avec des appels d'alerte si l'appli détecte un problème. Jules Boiteau, Julie Poncet. Si vous croisez des piétons le nez dans leur téléphone à Nantes, ils sont peut-être en train de suivre un itinéraire sécurisé, comme Catherine. L'application va me faire passer pour rentrer chez moi en haut de la place de l'Orme, sur la gauche. C'est pas instinctivement le trajet que j'utilise habituellement, mais ça va me permettre d'être plus sécure et de passer ensuite devant le Radisson sur la place Aristide-Briand où il y a à nouveau des caméras. L'application Wave fonctionne comme Waze pour les voitures. Une carte recense en direct tous les incidents qui se déroulent dans la ville et propose des chemins pour les contourner. Des incidents répertoriés par les utilisateurs via un système d'alerte volontaire ou automatique en cas d'agression. Le téléphone va capter votre rythme moyen sur l'itinéraire. Si d'un coup il y a une cassure, donc si vous mettez à accélérer, tomber ou changer d'itinéraire, on fait vibrer votre téléphone pendant 10 secondes avec le flash. Okay. Et si du coup il n'y a pas de réponse de votre part, on considère que vous êtes en danger et donc on alerte le cercle de sécurité. Un cercle de sécurité composé de numéros de proches sélectionnés par l'utilisateur. La formule est payante, mais l'application propose aux restaurants ou aux bars de souscrire un abonnement pour recevoir un QR code et faire profiter clients et salariés. Une formule qui a convaincu ce patron. Bien souvent, nos salariés peuvent avoir des difficultés à rentrer le soir ou en journée d'ailleurs, en toute sécurité chez eux. Il est important pour nous d'assurer un maximum de services de manière à ce que le retour puisse être le plus fluide possible. Depuis la mise en service de l'application il y a 1 mois et demi, 6000 personnes l'utilisent dans la ville de Nantes. Nantes qui a été la scène de fusillades à la Kalachnikov ces derniers mois, comme d'autres grandes villes, Marseille, Nice ou encore Montpellier. Mais est-ce que cela signifie que ces armes de guerre sont plus nombreuses sur notre territoire ? Est-ce que c'est si facile que cela de s'en procurer ? Trafic d'armes, combien ça coûte ? Réponse avec Isabelle Golens, Marjorie Marcillac et Sonia Reynaud. Cette vidéo a été filmée en mars dernier, dans le quartier des Moulins à Nice. Un homme exhibe ostensiblement son arme, une Kalachnikov. Jusqu'ici, ces armes de guerre étaient détenues par les trafiquants, à l'abri des regards. Elles sont désormais sorties quasi systématiquement pour des règlements de compte. Ils hésitent moins à aller directement au règlement de compte au fusil d'assaut, alors qu'avant,
Ils auraient hésité, ils auraient peut-être commencé avec une petite arme ou avec une simple blessure. Pourquoi ce type d'armes ? Parce qu'elles sont faciles d'emploi, explique cet expert, et parce qu'elles impressionnent. Elle a ce nom, Kalachnikov, c'est de la mitraillette, quoi. Donc ça fait partie d'un imaginaire collectif qui fait que maintenant, c'est l'arme de l'assaut, c'est l'arme de la puissance, mais c'est aussi l'arme de la facilité d'utilisation qui existe en grand nombre et elle n'est pas chère. Accessible car nombreuse en Europe, notamment après la guerre dans les Balkans. Aujourd'hui, une Kalachnikov se vend en France entre 1 000 et 2 500 euros. Mais s'en procurer une n'est pas si simple. Et c'est quand même assez compliqué de ramener, j'allais dire quand même, des armes longues, des armes de guerre dans des pays comme la France, parce que c'est un travail de fourmi. C'est rare que vous emmenez d'une seule pièce une Kalachnikov. Donc en fait, ils les démontent. Et puis ça met des semaines, des mois où vous allez faire un trajet, par exemple, en bus avec un ressort d'un chargeur, ou alors des petites pièces des canons, par exemple, qui sont dissimulées dans des trappes, dans des camions. Autre source d'approvisionnement, le dark web. Avant, il y avait peut-être plus de filières à l'ancienne, on connaissait un dealer d'armes, entre guillemets, on lui demandait, il me dit « Attends, j'ai trouvé quelque chose ». Là, maintenant, on fait carrément sa commande et puis on est livré. Certains se tournent enfin vers les messageries chiffrées comme Telegram, sur lesquelles on trouve de petites annonces avec photos à l'appui. L'an dernier, plus de 8000 armes ont été saisies par les forces de l'ordre, dont 300 armes de guerre, mais aucun chiffre officiel ne dénombre précisément le nombre de Kalachnikov en circulation en France. 14h15 sur BFM TV, la moitié sud du pays en vigilance météo France, aux orages, beaucoup de pluie en particulier sur la côte méditerranéenne. Image ici d'hier à l'Orgue sur la côte d'Azur, dans le Var qui affiche même un excédent sur le mois de mai. Bonjour Sandra Larue, notre spécialiste météo. Beaucoup de pluie dans le Var, est-ce que c'est une bonne nouvelle face à la sécheresse ? Oui, c'est forcément une bonne nouvelle en effet. Ces pluies qui se sont installées sur la moitié sud et donc sur le département du Var depuis le début du mois de mai, 6-7 mai environ. Donc en moyenne, on a pu observer sur ce seul département du Var 100,8 mm de pluie. Donc une normale pour un mois de mai, c'est 61 mm. Donc en effet, on est dans un bel excédent et c'est une bonne chose évidemment pour la sécheresse de surface. En revanche, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il y a beaucoup de disparités. Il a beaucoup plu dans l'intérieur du Var. Vous le voyez ici sur cette image. Donc là où c'est bleu, on a des sols qui sont quand même gorgés d'eau. Il est tombé par exemple 210 mm de précipitations à Ops et dans le même temps, sur le littoral du côté de Fréjus, à peine 38 mm. Donc l'écart est considérable et on peut faire exactement le même constat évidemment pour la sécheresse. Alors c'est plutôt bien. En revanche, ce qui est plutôt moins bien, c'est qu'on aura beaucoup moins d'instabilité la semaine prochaine puisque des conditions anticycloniques vont gagner les régions du sud également, là où il pleut régulièrement depuis plusieurs jours. Et puis on a des températures qui vont grimper encore, des conditions vraiment estivales qui vont s'installer, largement estivales. On pourra dépasser largement par endroits, en tout cas largement. On dépassera par endroits les 30 degrés avec une dépression qui va s'installer au large du Portugal et qui va à nouveau faire remonter de l'air chaud sur le pays et donc les régions du sud, mais aussi au nord. On attend des températures qui pourront atteindre les 30-31 degrés et donc à nouveau des températures chaudes et donc ces sols qui vont s'assécher encore sur les régions du sud, mais qui auront été quand même arrosés tout au long de ce mois de mai et ce début juin. Merci beaucoup Sandra Larue. Donc un petit peu de répit pour le sud de la France avec ces pluies ces dernières semaines. C'est peut-être ce qu'espère le Québec, à son tour en proie aux gigantesques incendies au Canada. Plus d'une centaine de feux continuent de brûler encore dans le pays d'est en ouest, d'un océan à l'autre. Comme l'a dit le Premier ministre, 11 000 personnes au Québec ont dû être évacuées. Justin Trudeau qui parle d'une période effrayante. Emeline Darcourt. Une fois le largage fait, l'avion retourne se recharger. Les secours multiplient les rotations pour combattre les flammes ici au nord-est du Canada. Le feu touche aussi les provinces du centre. Sur cette carte, chaque point rouge est un incendie. Ils ont entraîné l'évacuation de 10 000 personnes. J'ai de la chance d'avoir une caravane en ce moment, mais ma plus grande chance, c'est que tout le monde s'occupe les uns des autres. Les pompiers travaillent 24 heures sur 24, pompiers, policiers, secours, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que tout le monde rentre à la maison rapidement. En Nouvelle-Écosse, les incendies étaient rares jusque-là. Les habitants se sont tout de suite mobilisés pour accueillir les personnes évacuées.
Tout le monde a été absolument fantastique. Vous savez, il y a des pompiers locaux qui sont mobilisés sur le terrain alors qu'ils ont perdu leur propre maison. Et ils se battent pour les maisons de leurs voisins. Nous sommes très reconnaissants. Sur les terrains très secs, encore épargnés, la prévention s'organise. Le débroussaillage ici est ancien. Il faut le refaire le long de cette colline ici. Je pense toujours que c'est un endroit dangereux. S'il y avait une étincelle, alors le feu pourrait remonter la colline très rapidement, parce qu'un incendie se déplace très rapidement vers le haut. En Nouvelle-Écosse, l'armée a répondu aux appels des autorités locales. Des troupes sont sur le terrain pour lutter contre les flammes. Un rendez-vous à vous donner sur BFM TV mardi, journée spéciale retraite. Va-t-on vers un dernier sursaut? Manifestation à suivre toute la journée sur notre antenne avec une édition spéciale délocalisée dans le cortège parisien à partir de midi. Manifestation pendant laquelle les autorités, comme de coutume, feront attention à ces black blocs, ces groupes violents qui se mêlent aux manifestants de plus en plus. Un fonctionnement mystérieux qu'ont essayé de percer nos équipes Ligne Rouge. Elles les ont infiltrés. L'infiltré au cœur du black bloc, un document exceptionnel à découvrir lundi soir à 20h50 sur BFM TV. Voici un extrait. Tout s'improvise dans le cortège, comme ont pu le constater nos 2 journalistes infiltrés. Avant le départ, des membres du bloc font le tour et proposent des munitions. Il y a une personne qui est venue avec un paquet de gâteaux vides et dans lequel il y avait un feu d'artifice ou chandelle romaine, on n'a pas pu bien voir. À partir du moment où on est habillé en noir, on fait partie du bloc. Et donc il y a une solidarité instinctive. Nos 2 journalistes refusent les explosifs. Mais ceux qui en acceptent sont formés rapidement si nécessaire. On peut voir ici l'un des membres expliquer à une femme le fonctionnement d'un mortier d'artifice. Ça, on fait ça. Ça, tu tiens comme ça, avec tes gants. Tu l'as vu, il faut que ça parte comme ça dans le sens Ouais, derrière, même après, je t'avais encore de toi, tu es dans une plaque d'éboulis, dans un truc sur les côtés. Le Black Bloc s'élance alors au rythme de chants antifascistes. Restez avec nous dans un instant sur BFM TV. Ce match à haut risque ce soir à Ajaccio, match face à l'OM. Quelques 600 supporters marseillais attendus et avec l'interdiction de circuler dans la ville par peur d'incidents comme c'était le cas déjà hier soir. A tout de suite. Jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM, votre magazine d'actualité en images et en débat. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Depuis le début de la guerre, cet hôpital n'a plus d'électricité. Immersion, enquête, portrait et nos invités acteurs de l'actualité. Cette réforme, elle ne sera pas populaire, donc on passera par la rue. 7 jours BFM, tous les vendredis de 20h30 à 22h. Et tous les samedis et dimanches de 20h à 22h. En direct sur BFM TV. Votre rendez-vous avec Mano Mano Pro, le bon réflexe travaux pour tous les pros qui n'ont pas de temps à perdre. Mano Mano. Mano Mano Pro, on bosse pour vous. Que vous ayez envie d'une pergola à lame ou à toile, d'un store-ban grand ou très grand, ou de store intérieur, prenez rendez-vous sur monsieurstore.com. Monsieur Store, le premier réseau qu'on recommande à ses voisins. Tous les outils pour entretenir facilement votre jardin. Gamma batterie par Stihl. Chez les revendeurs Stihl agréés et désormais sur Stihl.fr.
nouveau Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À découvrir pendant les portes ouvertes du 8 au 12 juin. Alors Laurent, ça fait 1 mois que t'as commencé Comme J'aime, ça donne quoi? Ah bah je suis super contente, j'ai perdu 4 kilos et une taille de vêtements. Je suis passée du 46 au 44. Regarde, je voudrais mettre un 40 dans 2 mois. Je suis fier de toi, je suis certain que tu vas y arriver. Ça va le faire, c'est super facile. Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Merci Robin de m'avoir motivée. Alors si vous aussi voulez faire comme Viviane, rendez-vous sur le site commej'aime.fr. Commej'aime.fr pour faire votre devis. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé. Julie a séjourné au même hôtel et a payé beaucoup moins cher. Pourquoi? Petit retour en arrière. Claire a trouvé son hôtel sur son site de réservation habituel. Julie, elle, a trouvé son offre sur Trivago. Vous voyez, Claire, Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation pour trouver l'offre faite pour vous. Un hôtel, Trivago. Nouvelle 500 Abarth et électrique. Abarth se révolte en électrique. Ne restez pas à contre-courant. Et révoltez-vous en essayant nouvelle Abarth 500e. Allez, viens tout à l'heure. Mais c'est qu'elle s'éclate, les mamans. C'est laquelle la tienne? C'est celle-là, là. Pardon? La Volkswagen, elle est super, elle comprend tout, elle lit les panneaux. Elle se garde toute seule aussi. Bonjour madame. C'est si facile d'être fier d'une Volkswagen. Je connais pas. Pendant les journées portes ouvertes du 9 au 12 juin, jusqu'à 3 500 € d'avantages clients sur une large sélection de Polo. Disponible immédiatement. Volkswagen. Depuis toujours, Ford innove pour démocratiser l'automobile. Pour fêter ses 120 ans, Ford vous propose des offres anniversaires exceptionnelles, comme Puma hybride 85 à partir de 199 € par mois et qui vous accompagnera quel que soit votre terrain de jeu. Alors, lancez-vous. Portes ouvertes les 10 et 11 juin. Événement BFM TV. Ne manquez pas le rendez-vous annuel sur les quais bordelais à l'occasion de la fête du vin. Événement incontournable de la région. Bordeaux Fête le Vin vous invite à découvrir un programme riche en dégustations. Du 22 au 25 juin, venez fêter le vin et tentez de remporter un séjour pour 2 à Bordeaux en jouant sur bfmtv.com. Votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. La météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. La météo avec les vêtements respirants Airisme d'Uniqlo. Airisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. Des prévisions toujours estivales, avec ce temps qui reste largement ensoleillé sur les régions du nord. On reste et on va encore rester sous la protection de cet anticyclone. Et comme ces derniers jours, on a quelques bourgeonnements nuageux sur la moitié sud qui peuvent apporter encore cet après-midi quelques précipitations. Donc quelques orages parfois forts. Soyez prudents toujours sur l'ensemble de cette moitié sud. Ici déjà quelques impacts et quelques averses. Demain matin, c'est toujours du grand soleil sur une petite moitié nord. Alors on voit quand même que quelques nuages ont tendance à remonter un petit peu plus au nord. Mais ça reste vraiment tout à fait lumineux encore, le plus souvent. Peut-être un petit peu plus de nuages sur le quart sud-ouest, également sur le centre-est. Une petite ondée possible là aussi. Dans le courant de l'après-midi, le soleil toujours au nord. Mais donc ces orages qui ont tendance à remonter un petit peu sur le nord-est. Donc localement encore des orages forts accompagnés de grêle. Ce sera plus lumineux des plaines du sud-ouest ici jusque sur le littoral méditerranéen qui restera encore à l'écart. Un coup d'œil rapidement à vos températures. Demain matin, pour votre dimanche, elles seront stationnaires au lever du jour jusqu'à 18 à Nice, 14 à Paris,
15 à Bordeaux, 17 à Biarritz. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les valeurs continuent de progresser au nord. 27 à Paris, 28 ici du côté du nord-ouest jusqu'à Bourges, 28 à Toulouse, 28 également à Strasbourg. C'était votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. C'était la météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. C'était la météo avec les vêtements respirants Aerisme d'Uniqlo. Aerisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. Bientôt 14h30 sur BFM TV. À la une de l'actualité, des supporters marseillais interdits de circuler. C'est la sanction dont écopent ses fans après les affrontements d'hier avec les supporters d'Ajaccio qui reçoivent ce soir l'OM pour cette dernière soirée de Ligue 1 de football. 600 supporters phocéens attendus, mais qui se contenteront de regarder le match depuis une fan zone sur la plage. Excédent de pluie dans le Var, forcément une bonne nouvelle, notamment pour les agriculteurs. Après des semaines et des semaines sans aucune goutte, prudence malgré tout, car cela reste très superficiel et très fragile. Par ailleurs, toute la moitié sud est en vigilance orage. Et puis 6 influenceurs sanctionnés par la répression des fraudes. C'est la conséquence des pratiques commerciales jugées trompeuses sur les réseaux sociaux. La donne change depuis l'adoption récente d'un projet de loi visant à encadrer leurs pratiques. Mais du football, pour commencer, cette dernière journée de Ligue 1 qui s'annonce sous haute tension à Ajaccio, les Corses qui reçoivent l'OM ce soir. Mais pour certains supporters, les affrontements ont commencé dès hier soir, faisant 4 blessés légers. Résultat, des fans marseillais interdits de circuler dans la capitale corse et parqués depuis ce matin dans une fan zone. Des conditions déplorables, de la violence dans le milieu du football, comme cela a été illustré hier à Bordeaux lors de cette rencontre entre Rodez et Bordeaux. Pierre-Henri Olderbonne. Les supporters de football n'ont pas montré leur plus beau visage hier soir. En Corse, alors que le match n'a pas encore eu lieu, les supporters ajacciens et marseillais, eux, se sont affrontés à la veille du match. Comme en témoigne cette vidéo, les heurts ont éclaté dans le centre de la ville, rue Fèche, où logent certains fans de l'Olympique de Marseille. Suite à ces incidents, la préfecture de Corse du Sud a annoncé créer une fan zone pour accueillir les 600 supporters marseillais attendus et ils ont l'interdiction de se rendre dans le centre de la ville. Autre scène surréaliste, mais cette fois-ci dans le stade de Bordeaux. Et la joie est très rapidement retombée. Après 22 minutes de jeu, le joueur ruténois Lucas Buedes ouvre le score et célèbre son but face à la tribune remplie de supporters bordelais. Quand l'un d'entre eux, mécontent, pousse les joueurs de Rodez qui tombent, la rencontre est suspendue pendant plusieurs minutes. D'après nos informations, il était déjà au bord de la pelouse. En fait, c'est un des leaders du principal groupe de supporters bordelais. Et lors du but marqué par Rodez, le joueur de Rodez, c'est vrai, est venu un petit peu chambrer les ultras bordelais. Et lui, il a perdu son sang-froid et il est allé le repousser. Alors... Le joueur de Rodez, Lucas Buedes, souffre d'une commotion cérébrale. Le match, lui, ne reprendra pas. Malheureusement, pour une personne, on prive peut-être 42 000 personnes ainsi que nous, acteurs, de faire notre métier. Une situation que condamne le club des Girondins de Bordeaux. Il est clair que pour préserver les droits du club et l'institution, ce qui est quand même le plus important, on va porter plainte contre l'individu. Le club bordelais qui jouait sa remontée en Ligue. Bonjour Michel Tourner, merci d'être notre invité. Vous êtes coordonnateur pour la sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse du Sud. Il y a 600 supporters marseillais qui sont attendus ce soir, dont des ultras. Le maire d'Ajaccio avait demandé l'annulation du match. Finalement, le préfet a décidé de ne pas l'annuler, mais de parquer ses supporters. Dans quoi ? C'est pas une fan zone, c'est sur la plage en réalité. Oui, donc je vous confirme. D'abord, cette rencontre avait été identifiée en amont comme une rencontre à enjeu, bien qu'il n'y ait pas spécifiquement, compte tenu des résultats des deux clubs, d'enjeux sportifs. Nous avons travaillé en amont pour organiser le déplacement des supporters marseillais. C'est un match qui va se jouer à huis clos et donc il y est intervenu hier un certain nombre d'incidents, 3 ou 4. Pour relativiser les choses, se sont conclus par 3 interventions des sapeurs-pompiers et quelques contusions. Donc, compte tenu du contexte, le préfet de Corse a décidé l'institution d'une fan zone qui nous a permis d'accueillir dès ce matin à peu près
150 à 200 supporters en provenance de Marseille, de les fixer et d'organiser le point de rendez-vous pour la rencontre qui aura lieu en fin de journée. Vous le dites donc, ce match il va se jouer à huis clos. On rappelle qu'au départ, le maire d'Ajaccio avait demandé carrément son annulation. Est-ce que ça aurait été préférable? Alors, plusieurs choses. D'abord, le maire d'Ajaccio avait demandé au départ une interdiction de déplacement des supporters. C'est une mesure nationale et ministérielle. Nous avons entendu cette demande et nous avons identifié les conditions dans lesquelles une telle mesure pouvait intervenir. Et les conditions et les antécédents entre les deux clubs, que ce soit l'OM ou l'ACA, montraient qu'il n'y avait pas de contentieux important. Et ce genre de décision qui est dérogatoire au principe général des libertés publiques, qui est la liberté d'aller et venir, doit être suffisamment argumentée et étayée. Donc juste un dernier mot, Michel Tourner, vous nous dites là que la situation est sous contrôle jusqu'à ce soir, et même après, il n'y aura aucun incident. Écoutez, nous ne préjugeons de rien. Moi, j'en appelle au sens de la responsabilité de chacun. Il y a un nombreux public qui sera au stade Coty ce soir familial. C'est un match de fin de saison. Il y a aussi un certain nombre de festivités sur la ville d'Ajaccio. Donc nous avons un dispositif sur lequel nous avons travaillé en amont, l'État, la ville, un certain nombre de partenaires. Nous avons obtenu des outils juridiques, des réquisitions pour faire un certain nombre de contrôles qui ont eu lieu notamment depuis hier sur la rive par bateau, par avion. Nous avons là aussi fait un travail avec l'OM et les responsables de l'OM pour organiser le déplacement des supporters sur l'enceinte du match. Et bien sûr, un travail aussi avec le club d'Ajaccio. Merci beaucoup Michel Tourner, coordinateur pour la sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse du Sud, pour ces nouvelles donc rassurantes sur l'organisation de ce match qui opposera donc Ajaccio à l'OM ce soir à 21h. Depuis la capitale corse, l'actualité à 15h35, c'est également cette France coupée en deux avec du beau temps au nord et des orages, des fortes pluies au sud, une fois n'est pas coutume. Particulièrement touché par ces intempéries, le département du Var, où il est tombé par endroits jusqu'à 3 mois de pluie, une instabilité qui pourrait encore durer. Tom Beck. 110 mm de pluie en quelques semaines. Claire Canol n'avait pas vu ça depuis le début de l'année. Les terres de cette viticultrice de la Selle ont échappé de peu à la grêle. Une bonne nouvelle pour les récoltes. On va certainement avoir un peu plus de récoltes que ce qu'on pensait parce qu'il y a quand même de l'eau. Et on va avoir un phénomène de maturité plus optimal au niveau des équilibres des sucres, des acides, ce qui va permettre une vinification, je dirais, peut-être un peu plus facile. 125 mm au Luc, 94 mm à Porquerolles. Il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie dans certaines communes du département. Une situation due notamment aux premières chaleurs du mois de mai et un Mistral quasi inexistant. Ce qui s'est passé en mai par rapport au dernier mois, c'est que l'anticyclone a affaibli. Nous avons eu un régime légèrement dépressionnaire, dit de marée barométrique, c'est-à-dire que vous avez une situation qui est molle, mais qui est propice donc à la formation d'orages fréquents l'après-midi, notamment aux heures les plus chaudes. Au fur et à mesure, l'humidité s'accumule et donc les orages se forment par brise de pente en remontant le relief. Un mois de mai instable et pluvieux qui pourrait continuer jusqu'à fin juin, début juillet selon les prévisions, avec des intensités variables en fonction des territoires. Bonjour Patrick Marlière, merci d'être notre invité cet après-midi sur BFM TV, météorologue, directeur d'Agathe Météo. Ces pluies qui arrivent dans une zone particulièrement touchée par la sécheresse, c'est ce même département qui a battu aussi des records de longévité sans aucune goutte de pluie. Est-ce que ça va permettre de remplir les nappes phréatiques ? Écoutez, non, pas vraiment. La situation des nappes phréatiques est vraiment très basse encore sur l'ensemble du département. Alors, il y a une grande disparité avec les précipitations que l'on annonce sur ce département relevées depuis quelques semaines. Entre le bord de mer et le Haut-Var, par exemple, plus de 200 mm dans le Haut-Var et à peine 30 à 40 mm en bord de mer. Et là, on est dans les normales quasiment de saison. Une grande disparité qui ne résout pas la situation catastrophique des nappes phréatiques et des cours d'eau sur le département. Alors,
évidemment, les valeurs de précipitation paraissent faramineuses, plus de 200 mm, 200 litres au mètre carré. Mais attention, elles sont associées à des orages extrêmement forts. Il est tombé le 26 mai plus de 50 litres en l'espace de quelques heures pendant ces orages violents et qui provoquent des inondations. Donc non, la situation n'est pas complètement résolue. Certes, ça apporte un peu d'humidité dans les premiers centimètres des sols, mais évidemment, ça ne résout pas la situation globale du département. Alors, vous allez rester avec nous, Patrick Marlière, parce qu'on va parler d'un autre phénomène météorologique également, en tout cas de ses conséquences désastreuses. C'est l'un des printemps les plus difficiles pour le Canada, qui est actuellement soumis à des incendies gigantesques dans presque toutes les provinces du pays. 214 feux encore actifs, dont 93 hors de contrôle, des incendies partis de l'ouest au début du mois de mai, qui frappe désormais les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Québec, à l'est du pays, et le Québec qui a dû évacuer 11 000 de ses habitants. C'est une période effrayante pour beaucoup de gens d'un océan à l'autre, a déclaré hier notamment le Premier ministre Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Ce sont au total plus de 2,7 millions d'hectares qui ont déjà brûlé, Patrick Marlière, depuis le début de l'année, 8 fois plus que la moyenne de ces 30 dernières années. On est stupéfait par ces chiffres, par ces données. Qu'est-ce qui explique ces incendies si précoces au Canada ? Alors, il y a deux choses. C'est effectivement les vagues de chaleur que connaît le Canada depuis quelque temps. Alors, il y a un petit espoir pour ce week-end d'amélioration, mais c'est vraiment cette vague de chaleur qui a exacerbé là aussi ces nombreux feux, plus d'une centaine depuis quelques jours, avec des températures qui dépassent les 30 degrés. À noter que justement le Canada subit de plein fouet, de par sa position géographique, le bouleversement climatique. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles tous les phénomènes extrêmes qui s'y passent depuis maintenant quasiment 2 ans sont extrêmement violents. On a vu les coups de froid gigantesques l'hiver, là le coup de chaleur et les feux de forêt. Et la situation n'est vraiment pas aussi préoccupante dans l'ouest du Canada. C'est surtout l'est du Canada, la région et l'est du Québec qui seront touchés dans les prochaines semaines. Donc oui, la situation reste préoccupante car les feux de forêt, on n'est pas quitte dans le Canada. Il y en a près de plus de 80 qui sont toujours en situation extrême et en surveillance. Merci beaucoup, merci Patrick Marlière d'avoir été notre invité cet après-midi sur BFM TV. Il est 14h40 après le suicide de l'INSEE, victime de harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale annonce recevoir la famille de l'adolescente lundi, Pape Ndiaye, qui reconnaissait, je cite, une tragédie pour l'éducation nationale et un échec collectif. Il a demandé hier au chef d'établissement de signaler tout cas de harcèlement à la justice. Une marche blanche en hommage à la jeune fille aura lieu le 18 juin prochain devant le collège où elle était scolarisée. La famille qui a déposé 4 plaintes, dont une notamment à l'encontre du porte-parole de Meta, la maison mère de Facebook, pour ses propos de harcèlement. Meta qui a répondu qu'elle présentait ses condoléances à la famille de l'INSEE, précisant ne pas tolérer l'intimidation et le harcèlement sur ses supports. En attendant, le harcèlement se poursuit même après sa mort. Les moqueries, les messages de moquerie continuent sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, eux, ont été épinglés ces derniers jours par la répression des fraudes. Vous savez, ce sont ces professionnels des réseaux sociaux qui postent des messages contre rémunération à leur public. L'heure est à l'exemplarité depuis l'adoption récente d'un projet de loi visant à encadrer leurs pratiques. De simples rappels à la loi pour le moment pour sanctionner ces pratiques commerciales jugées trompeuses sur leurs réseaux sociaux. Hilal Laflaï. Anthony Matteo, 1 million d'abonnés sur Instagram. Simon Castaldi, plus de 340 000. Ou encore Ilan Castronovo, suivi par plus de 2 millions de personnes. Au total, ils sont 6 influenceurs à être dans le collimateur de Bercy, épinglés par la répression des fraudes pour avoir mis en œuvre des pratiques commerciales trompeuses sur leurs réseaux sociaux. L'administration reproche par exemple à Capucine Anav des publicités mensongères, des partenariats avec des marques non clairement identifiées et la promotion de produits dangereux ou trompeurs. Comme les autres influenceurs incriminés, elle a été contrainte de poster sur ses réseaux sociaux l'injonction administrative dont elle fait l'objet, mais elle plaide la maladresse. C'était pas du tout dans le but de tromper mon public. J'ai été condamnée à rien, j'ai pas eu d'amende, j'ai pas eu de pénal, j'ai eu un rappel à la loi. Ma punition, en gros, c'est de devoir poster ce post sur mes réseaux sociaux. Donc voilà. Mais non, c'était pas du tout une intention volontaire, vraiment pas. Bercy durcit le ton moins de 24 heures après l'adoption d'un projet de loi visant à encadrer et réguler le secteur des influenceurs.
Les injonctions de la répression des fraudes servent d'avertissement avant de plus lourdes sanctions en cas de récidive. Ça peut être finalement jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc c'est quand même des choses qui sont assez dissuasives. Et puis ça peut être aussi l'interdiction d'exercer l'activité d'influence commerciale ou encore de ne plus avoir accès à ses comptes réseaux sociaux, d'être suspendu d'un réseau social. Ces derniers mois, de nombreux influenceurs sont qualifiés d'influx voleurs pour avoir fait la promotion de contrefaçons, de produits jamais livrés, ou encore, comme l'ancienne star de télé-réalité Dylan Thierry, d'avoir vanté les mérites de gélules qui soigneraient les cellules cancérigeuses, selon ses termes. Des agissements illégaux pointés du doigt sur les réseaux sociaux. Il faut savoir aussi qu'il y a des petites mains sur les réseaux sociaux, comme vos stars en réalité, Stop Arnaque, qui ont mobilisé les réseaux sociaux pour alerter de ces dérives. Ce sont les premiers lanceurs d'alerte. Et j'irai même plus loin, les premiers lanceurs d'alerte, ce sont les victimes. Les autorités dénombrent près de 150 000 influenceurs en France. Des plaignants ont lancé des actions collectives contre les dérives de certains. À l'étranger, c'est l'accident le plus meurtrier en Inde depuis 10 ans. Une dramatique collision survenue hier entre 3 trains, un de marchandises, 2 de passagers dans l'est d'Odisha, cet état du pays. Sur Twitter, le président français Emmanuel Macron a adressé ses sincères condoléances au Premier ministre indien ainsi qu'à l'ensemble de la population indienne. Carole Dietrich, vous êtes notre correspondante à New Delhi. Les opérations de sauvetage sont désormais terminées. Est-ce qu'on en sait davantage sur le bilan de cette catastrophe ? Alors, à l'heure qu'il est, le bilan, on sait qu'il est d'au moins 280 morts et de 900 blessés. C'est donc, comme vous le disiez, l'une des pires catastrophes ferroviaires des dernières décennies en Inde. Là aussi, donc les opérations de secours sont terminées. Les corps des victimes et des blessés ont tous été évacués en cette fin d'après-midi. Les secours ont travaillé sans répit toute la nuit et une bonne partie de la journée pour sortir les survivants des décombres. Ambulances et autobus se sont relayés à Balasore pour les transporter dans les hôpitaux environnements. La catastrophe est telle que l'armée a même été mobilisée. Les habitants des environs sont eux aussi venus en aide aux victimes et nombreux d'entre eux se sont rendus dans les hôpitaux pour donner leur sang. Il faut dire que les images qui nous sont parvenues de Balasore tout au long de la journée sont glaçantes. On y a vu des wagons enchevêtrés, renversés les uns sur les autres, les effets personnels des passagers propulsés dans la nature sous l'effet du choc, mais aussi de nombreux corps gisant au sol recouverts de linceul blanc. On ne connaît pas encore précisément les raisons de ce drame, mais le Premier ministre Narendra Modi, qui s'est rendu sur les lieux du drame samedi après-midi, a fait savoir que les coupables, s'il y en avait, seraient sévèrement punis. Merci beaucoup, merci Carole Dieterich d'avoir été avec nous en direct, donc notre correspondante en Inde à New Delhi pour BFM TV. À l'étranger, toujours, c'est reparti pour 5 ans en Turquie. Recep Tayyip Erdogan vient de prêter serment à Ankara il y a quelques minutes pour son 3e mandat, donc réélu à 69 ans à la tête de la Turquie. Il devrait annoncer la composition de son gouvernement dans la foulée maintenant. Le chef de l'État, donc, qui a été réélu le 28 mai dernier avec 52% des voix. À l'instant, la Russie annonce la mort de 2 civils tués par des bombardements dans une région frontalière à l'Ukraine. L'une des conséquences de ce conflit, ce sont ces vastes déserts médicaux que sont devenus de fait de nombreuses zones d'Ukraine touchées par la guerre. Nos envoyés spéciaux Jérémy Père, Juan Palencia, Maxime Zaïtev ont suivi l'ONG Frida Ukraine, des médecins qui tournent chaque week-end dans ces villages isolés. Reportage près de Zaporizhzhia, à quelques kilomètres du territoire occupé de la zone de front. La journée débute à chaque fois par un briefing dynamique. Autour de Vlada, une dizaine de médecins spécialistes, tous bénévoles. Ils sont venus de Kiev pour visiter des patients restés dans leur village, malgré les combats. Nous n'irons pas dans les 2 villages prévus, car l'administration civile et militaire nous a dit de ne pas y aller, car les bombardements se sont intensifiés. Après 30 minutes de route, l'hôpital de Bilenke, situé à 15 km des territoires occupés et des combats. À leur arrivée, des familles avec enfants, des personnes âgées. Certains attendent depuis tôt ce matin pour être sûrs d'avoir une consultation. Nous n'avons que 3 médecins, pas de chirurgiens, pas de cardiologues. Nous n'avons personne ici. Dans le couloir, une mère a fait le déplacement avec ses 2 filles. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui ? J'ai emmené mes enfants voir un cardiologue, car on n'a pas beaucoup d'argent. Difficile d'avoir accès à un spécialiste et tout autant à des médicaments. Oksana, la pédiatre de l'équipe, gère aussi les consultations de routine.
Comment tu t'appelles et quel âge as-tu? Je m'appelle Sacha, je vais avoir 10 ans bientôt. Ça fait 2 mois que je n'ai pas vu un médecin. La dernière fois, c'était pour les vaccins. Avec la guerre, les villes situées dans les zones à risque se sont transformées en déserts médicaux. La mobilisation des médecins par l'armée, la proximité des Russes et de la ligne de front, autant de raisons qui renforcent l'isolement de ces Ukrainiens. On va dans des genres d'endroits où il n'y a plus de médecins, où les médecins ne vont plus. Ah, vous venez d'entendre l'explosion? Nous savons comment faire dans ces cas-là. Depuis 1 an, Vlada a mené près d'une trentaine d'actions comme celle-ci. Le week-end prochain, elle se déplacera encore une fois dans un village, non loin de la ligne de front. La météo. Votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. La météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. La météo avec les vêtements respirants Airisme d'Uniqlo. Airisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. Des prévisions toujours estivales, avec ce temps qui reste largement ensoleillé sur les régions du nord. On reste et on va encore rester sous la protection de cet anticyclone. Et comme ces derniers jours, on a quelques bourgeonnements nuageux sur la moitié sud qui peuvent apporter encore cet après-midi quelques précipitations. Donc quelques orages parfois forts. Soyez prudents toujours sur l'ensemble de cette moitié sud. Ici déjà quelques impacts et quelques averses. Demain matin, c'est toujours du grand soleil sur une petite moitié nord. Alors on voit quand même que quelques nuages ont tendance à remonter un petit peu plus au nord. Mais ça reste vraiment tout à fait lumineux encore, le plus souvent. Peut-être un petit peu plus de nuages sur le quart sud-ouest, également sur le centre-est. Une petite ondée possible là aussi. Dans le courant de l'après-midi, le soleil toujours au nord. Mais donc ces orages qui ont tendance à remonter un petit peu sur le nord-est. Donc localement encore des orages forts accompagnés de grêle. Ce sera plus lumineux des plaines du sud-ouest ici jusque sur le littoral méditerranéen qui restera encore à l'écart. Un coup d'œil rapidement à vos températures. Demain matin, pour votre dimanche, elles seront stationnaires au lever du jour jusqu'à 18 à Nice, 14 à Paris, 15 à Bordeaux, 17 à Biarritz. C'est dans le courant de l'après-midi. Eh bien, les valeurs continuent de progresser au nord. 27 à Paris, 28 ici du côté du nord-ouest jusqu'à Bourges, 28 à Toulouse, 28 également à Strasbourg. C'était votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. C'était la météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. C'était la météo avec les vêtements respirants Airisme d'Uniqlo. Airisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur cette soirée, dernière soirée de Ligue 1 qui se prépare à Ajaccio en petit comité, le club corse qui reçoit l'OM, mais ce sera un match en huis clos après les incidents d'hier à Ajaccio qui ont fait 4 blessés légers. Les 600 supporters marseillais ont reçu l'interdiction de circuler dans la ville. Ils regarderont le match depuis une fan zone. Poser un regard neuf sur le monde et entrer dans une nouvelle dimension de l'inspiration. Fascinante, connectée, autonome et offrant un écosystème technologique durable. Une nouvelle ère de la mobilité haut de gamme arrive. Découvrez dès à présent notre vision du progrès à bord de l'Audi RS e-tron GT. L'improbable voyage d'Harold Fry. Une vraie leçon d'humanité. Je veux que tu rentres à la maison. Qui frappe en plein cœur. Jim Broadbent. J'ai passé ma vie entière à ne rien faire. Et là, j'agis. Tu comprends? L'improbable voyage d'Harold Fry. Actuellement au cinéma. Quando è notte ha più voci, ha più luci di Broadway, dolce strada. En 2023,
Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 des 99 € par mois. Tu veux un petit café? Oh ouais. Canapé Selva. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut mettre dans un aussi grand coffre. Retrouvez-le sur conforama.fr. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable. Et voici ce qu'elle a payé. Julie a séjourné au même hôtel et a payé beaucoup moins cher. Pourquoi? Petit retour en arrière. Claire a trouvé son hôtel sur son site de réservation habituel. Julie, elle, a trouvé son offre sur Trivago. Vous voyez, Claire, Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation pour trouver l'offre faite pour vous. Un hôtel, Trivago. Électron libre. Opel Mokka électrique. Venez l'essayer. DS4 Intense, quand la technologie rêve de voyage. DS Automobile présente sa nouvelle collection. DS4 Esprit de voyage. Eh, le frigo! Quoi? Il va pas se remplir tout seul. Oh, c'est abusé. Eh, le rangement! Il va pas se faire tout seul, hein. Oh, le linge. Il va pas se laver tout seul. Toujours moi. Et l'assurance pour le nouveau, ça va se faire tout seul. Ah ouais. Proposez aux colocataires une assurance qui couvre automatiquement les nouveaux arrivants. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Grâce au loyer sur mesure Peugeot, Paul s'est offert une i208 100% électrique et peut rouler jusqu'à 500 km par mois pour un petit budget. Et quand il roule plus pour rendre visite à ses futurs beaux-parents, le loyer s'adapte. Ça donne des idées, non? Peugeot i208, à partir de 150 € par mois seulement, avec 500 km inclus, ajustable quand vous roulez plus. Avec Géco-Rénov' Mon Logement du Crédit Agricole, priorisez vos travaux. Estimez votre capacité de financement et les aides auxquelles vous avez droit, le tout en moins de 10 minutes. Géco-Rénov' Mon Logement, tellement simple que vous allez enfin le faire. Qui a dit que l'électrification ne pouvait pas vous surprendre? Nouveau Nissan Qashqai e-Power. La motorisation unique pour profiter du plaisir de l'électrique sans recharge. Venez essayer le nouveau Nissan Qashqai e-Power et profitez de 3 mois de loyer offert. C'est moi les loups. Salut, moi c'est Camille, designer chez Carrefour. On a créé Les Incroyables, une gamme de produits innovants et on va vous parler des jouets géants. L'idée, c'était de faire rêver les enfants et de développer leur créativité. C'est facile à monter, fabriqué en France et en carton recyclé. Retrouvez nos différents modèles dans vos hypermarchés Carrefour pour seulement 10 € le jouet. Les Incroyables, c'est inspiré par vous. Et créé par nous. Il est bientôt 15 h. Découvrez une infinité de recettes avec la nouvelle DeLonghi et l'État Explore. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec DeLonghi. Jeudi 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Une opération militaire spéciale dans le Donbass. Des familles avec des enfants à l'arrière pour pouvoir partir à tout prix. Depuis cette date, les journalistes de BFM TV sont sur le front, au plus près des combats, pour enquêter, témoigner, filmer, raconter un conflit qui n'en finit pas. Nous sommes aux abords de la gare de Kiev. Kramatorsk, Kherson. Nous nous trouvons à Boutcha. Les tirs et les bombardements continuent sur la ligne de front. 3 sirènes, puis 5 explosions. Plus que jamais,
les équipes de BFM TV restent sur le terrain pour continuer de vous informer. Bientôt 15h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Tous supporters de l'OM qui arrivent à Ajaccio, priez de rester sur la plage dans une fan zone. Un match à enjeu mais pas sportif, disent les autorités qui craignent des incidents après ceux d'hier entre supporters corses et marseillais. 600 fans de l'OM attendus. Le maire a demandé l'annulation du match sans succès. Nouvelle menace à l'encontre d'un maire. Le maire de Montjoie, dans le Tarn-et-Garonne, est placé sous protection policière. Il a notamment été menacé de mort sur les réseaux sociaux. L'édile avait déjà été violemment attaqué par un youtubeur d'extrême droite sur fond de différends pourtant très local. Ça n'était pas arrivé depuis trop longtemps. Un excédent de pluie dans le Var le mois dernier. Les agriculteurs s'en réjouissent, mais après des records de jours sans précipitation, le risque de sécheresse cet été n'est pas derrière nous. Le coup d'envoi sera donné à 21h et le match se jouera à huis clos. Mais en attendant, la tension monte déjà. 600 supporters sont attendus pour le match de Ligue 1 Ajaccio-OM ce soir sur l'île de Beauté. Mais les Marseillais sont coincés donc dans cette fan zone. Élise Breteau, le préfet a pris un arrêté, interdiction de se déplacer pour éviter de nouveaux incidents. C'est cela, interdiction de se déplacer pour les Marseillais et obligation de venir ici, plage du Ricante à Ajaccio. Déjà, plusieurs centaines de supporters marseillais sont sur place. Ils ont été escortés ce matin dès la descente du bateau par les forces de l'ordre jusqu'à un établissement de plage. Certains pourtant souhaitaient regagner leur chambre d'hôtel, mais ils n'ont pas eu le choix. Les services de la préfecture souhaitent éviter ainsi tout nouveau débordement après les heurts d'hier soir. Il est donc demandé aux 600 supporters marseillais de se réunir ici, plage du Ricante, dans la fan zone. C'est de là qu'ils seront escortés vers le stade par un solide cordon de sécurité. Mais la question qui se pose d'ores et déjà, c'est l'après, car tous ont prévu de dormir sur place ce soir. Le match devrait se terminer aux alentours de 23h. À cette heure, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de bateau et donc impossible de regagner Marseille. Pour l'instant, les supporters n'ont reçu aucune consigne précise. Vont-ils pouvoir circuler librement à Ajaccio? Vont-ils pouvoir dormir dans leur hôtel? La mairie a souhaité que la fête des pêcheurs ne délivre plus d'alcool sur la voie publique à partir de 23h, et cela afin d'éviter de nouveaux affrontements ce soir. Merci beaucoup Élise Breteau. On va tout de suite faire le point avec notre journaliste sport, avec Michel Tourner, coordinateur pour la sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse du Sud, qui revient sur ces mesures mises en place à Ajaccio. On l'entendra dans un instant. Que se passe-t-il dans le foot? C'est la question qu'on s'est posée. Qui sont allés essayer de déloger les supporters marseillais qui étaient dans leur hôtel rue Fèche. Des premiers affrontements ont eu lieu dans la soirée, puis se sont poursuivis dans le centre de la ville, notamment dans un bar où des échanges des mobiliers ont été lancés dans la rue. Le maire Stéphane Sbradja avait demandé l'interdiction de déplacement des supporters marseillais. Il n'a pas eu gain de cause. Il a demandé également l'annulation pure et simple du match. Là non plus, on ne lui a pas donné raison. Et ce qui fait que désormais, les supporters marseillais sont arrivés à Ajaccio et qu'il va falloir les gérer aujourd'hui. D'abord dans cette fan zone sur la plage, puis sur le trajet jusqu'au stade François Coty, puisqu'il n'y a une seule route pour accéder à ce stade. Et donc, on pourrait craindre de nouveaux affrontements à ce moment-là. Ensuite, il y aura le match à gérer, puisqu'il y a une grosse communauté de supporters marseillais aussi à Ajaccio. Donc, on peut craindre un stade un petit peu divisé. Et puis ensuite, la nuit, en même temps que cette fête des pêcheurs, où les Marseillais vont rester dans la ville la nuit. Certains n'ont pas de logement pour passer la nuit. Donc, on peut risquer à nouveau des affrontements entre Ajacciens et Marseillais. Que se passe-t-il dans le sport? Donc, c'est la question qu'on se pose. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunira lundi après l'agression d'un joueur de Rodez par un spectateur hier soir. Le match Bordeaux-Rodez qui a dû être définitivement arrêté. C'est le milieu de terrain, Lucas Boadès, qui a été violemment bousculé par un supporter bordelais entré sur le terrain. Il va rester sous surveillance médicale. Voilà pour les dernières informations. Bonjour Rudy Mana. Merci d'être notre invité cet après-midi sur BFM TV. Vous êtes porte-parole de la région PACA du syndicat Alliance Police nationale. Pour revenir donc à ce match à huis clos ce soir à Ajaccio, le maire d'Ajaccio avait demandé l'annulation du match. Est-ce que ça n'aurait pas été peut-être une meilleure solution? Écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est que ça se passe le mieux possible, qu'on évite le maximum de blessés. Il est évident que depuis hier soir,
On voit des événements qui commencent à être compliqués à vivre pour le milieu du football parce que toutes les semaines, on voit que ça devient difficile entre supporters. Hier soir, il y a des Marseillais qui sont arrivés, des supporters ajacciens qui s'en sont pris à eux. On a eu 4 blessés. Il a fallu parquer les supporters marseillais à proximité d'un camp de force mobile de CRS et de gendarmerie. Voilà où on en est pour voir un match de foot, quoi. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il faut continuer à avoir des supporters adverses qui viennent pour les matchs? Vraiment, la question doit se poser parce que si à chaque match où il y a des Marseillais qui se déplacent ou des Parisiens se déplacent ou vice-versa, on a des incidents comme ça, on a des blessés et on a des commerces qui sont dégradés, pour un match de foot, franchement, ça ne vaut plus le coup d'autoriser les déplacements pour les supporters. Merci beaucoup Rudy Mana, porte-parole région PACA du syndicat Alliance Police Nationale, donc pour ces précisions sur cette organisation de cette rencontre Ajaccio-OM à 21h ce soir en dernière journée de Ligue 1 de football. Dans l'actualité, on en revient à présent à ces commentaires moqueurs malheureusement qui se poursuivent après le décès de Lindsay, cette jeune fille qui s'est suicidée, cette collégienne qui a subi de harcèlement scolaire. Nous ne tolérons pas et continuons à prendre des mesures contre ces contenus, assure le porte-parole de Facebook, le réseau social qui a été mis en cause et contre lequel la famille de Lindsay a porté plainte. Une plainte également contre la direction du collège et le rectorat a été déposé. La famille, elle, sera reçue par le ministre de l'Éducation lundi. Émeline Darcourt. La justice a mis 5 personnes sous contrôle judiciaire après la mort de Lindsay. 4 mineurs ont été mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Une mère d'élève a été mise en examen pour menace de mort. La mère d'une des harceleuses a envoyé un message à Lindsay qui est ce dernier. Attention à toi Lindsay, j'espère que tu ne vas plus te défendre, un accident est vite arrivé. Expliquez-moi comment est-ce qu'aujourd'hui une maman digne de ce nom peut ne pas réprimander son enfant mais l'encourager à harceler quelqu'un. La famille de Lindsay veut aller plus loin dans son combat en justice, estimant avoir tout fait pour alerter les autorités. Jeudi, son avocat a annoncé 4 plaintes supplémentaires. Contre le directeur du collège, contre l'Académie de Lille, contre les policiers qui n'ont rien fait pendant des mois dans le cadre de cette enquête, alors qu'ils avaient à leur disposition des éléments extrêmement alarmants. Et enfin contre Facebook France et Instagram France, qui ont totalement bafoué les obligations qui leur incombaient en matière de contrôle, de modération des contenus. Les proches de Lindsay dénoncent aussi les insultes contre la jeune fille sur les réseaux sociaux, qui se poursuivent même après sa mort. Une marche blanche aura lieu le 18 juin. Sur l'affiche, le visage de Lindsay et un point levé, symbole de combat, avec ce slogan « Justice pour Lindsay ». Voilà, juste un mot, un petit correctif à l'antenne. Il y a quelques instants, vous parlez de ce match à huis clos à Ajaccio. Information donnée sur l'antenne il y a quelques minutes par Michel Tourner, le coordinateur pour la sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse du Sud. Erreur, bien sûr, il ne s'agit pas d'une rencontre à huis clos. Il s'agit d'un match à guichet fermé. Ça fait quand même toute la différence. On parlait du harcèlement à l'instant qui passe des réseaux sociaux au réel. C'est ce que subit actuellement le maire de Montjoie, cette petite commune du Tarn-et-Garonne, après des violentes attaques d'un youtubeur d'extrême droite. L'élu est désormais menacé de mort avec des inscriptions, vous les voyez, qui vont jusqu'à son domicile. Elles sont parfois très explicites, comme ces taches rouges. Tout ça pour une histoire à la base de différents locals, un contentieux autour d'un chemin entre 2 propriétaires. Nous sommes dans un état de droit, je représente la République, je suis ici, je n'ai rien à me reprocher, donc je suis bien en place. Donc ils ont fait une deuxième vidéo, c'est une mise en scène de façon à m'attraper, ils le montrent clairement, m'attraper, me tabasser, ils montrent des scènes de viol, on doit me violer et me finir sur la place. Et ensuite, le samedi suivant, ils ont placardé sur 20 km aux alentours du village, mon nom, Christian Urgal Lafouine, avec les flèches pour indiquer mon domicile. Ce qui fait que le lundi, des jeunes sont aussi arrivés. Ils ont enlevé les couleurs sur la mairie de Montjoie. Ils ont été rattrapés et punis. Et ensuite, le mercredi, ça continue. Ils ne s'arrêtent pas, l'intimidation. Et là, ils ont badigeonné la maison de la dite propriété de rouge, comme représenté du sang. Donc, et sans compter toutes les menaces que j'ai reçues sans cesse sur mon portable et dans mes emails.
On parle également des réseaux sociaux avec cette autre actualité. Vous avez peut-être vu passer ces derniers jours, si vous suivez ces influenceurs, des messages pour rappeler les règles, les obligations, mais aussi les interdictions de certains de leurs posts. Plusieurs habitués de ces messages qu'ils postent contre rémunération se sont fait épingler par la répression des fraudes. 6 influenceurs exactement qui doivent donc signaler ces sanctions sur leurs réseaux sociaux. Bonjour Stéphanie Yonne-Courtin, merci d'être notre invitée cet après-midi. Vous êtes députée européenne Renaissance. De quel type de fraude parle-t-on là ? Écoutez, là on parle de toutes les problématiques de fraude en ligne, de marketing en ligne. Si j'ai quelques soucis pour vous entendre, mais on parle effectivement des dérives de ce qu'on appelle le marketing en ligne et les influenceurs en ligne qui constituent une énorme tendance sur le net, et donc de l'application stricte en France et du fait que la France est vraiment le premier pays en Europe et quasiment dans le monde à s'attaquer à ces problématiques d'arnaque en ligne qui peuvent être extrêmement graves, puisque en France, et je voulais saluer d'ailleurs les 2 co-rapporteurs Vogetta et Delaporte qui, avec leur excellent texte, pour la première fois permettent de mieux encadrer ce qu'on appelle l'influence commerciale et la lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, adoption à l'unanimité, ce qui montre le véritable danger que ça peut représenter. Et donc on voit là qu'il est temps de mettre fin à ces dérives, parce que l'influence en ligne est de plus en plus répandue. Elle n'est pas dangereuse en elle-même si elle est encadrée, mais elle peut concerner des produits qui, eux, peuvent être dangereux s'ils sont manipulés et s'ils sont vendus de façon trompeuse, insincère et sans transparence, et en s'adressant notamment aux jeunes. On ne vend pas n'importe quel produit comme on vendrait un simple shampoing. Alors, vous le disiez, la France est en pointe sur cette législation à l'encontre des dérives sur les réseaux sociaux, avec donc ces sanctions qui, pour l'instant, ne sont que de l'ordre du simple rappel à la loi pour ces 6 influenceurs. C'est quoi? C'est une valeur d'exemple pour le moment, et puis plus tard, pour les prochains, eh bien, ça pourrait être plus contraignant, les sanctions pourraient être plus lourdes? Oui, parce que les sanctions, elles peuvent être pécuniaires, et vous savez, c'est un peu ce système, ce qu'on appelle en bon français le name and shame, où en fait, vous avez vu les influenceurs qui ne le font pas tous, mais en tout cas ceux qui sont sanctionnés parce qu'ils ont forcément commis des arnaques, ont leur nom en fait finalement, qui est donc leur popularité finalement qui est mise en cause sur la toile, et ça forcément c'est aussi dévastateur pour eux que d'écoper d'une sanction pécuniaire importante, puisque c'est leur réputation finalement sur laquelle ils s'assoient pour développer leur chiffre d'affaires qui est ébranlée en quelques clics. Une dernière question, Stéphanie Yonne-Courtin. Je ne sais pas si vous avez regardé, par exemple, certains influenceurs qui ont été épinglés, la manière dont ils l'ont expliqué justement à leur communauté, comme on dit, à leur public. Bon, certains ont quand même bien arrondi les angles, et on n'a pas vraiment le sentiment, quand on regarde ça, et encore moins quand on est un fan de ces influenceurs, qu'ils ont vraiment été épinglés par la loi. Alors moi, j'ai pas regardé précisément. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ils auront toujours la possibilité de le contester. On voit bien que la DGCCRF à l'intérieur de Bercy, qui s'occupe de ça, a mis en place une brigade et qu'il sera toujours possible de contester et de discuter. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'agir. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, en tant que députée européenne, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement, parce que les arnaques et le marketing en ligne se développent et ne connaît pas de frontières. Et au niveau européen, il y a une disparité très importante entre les différents États, une vision d'ailleurs assez différente entre ceux qui veulent tout interdire purement et simplement. Certains voudraient une préapprobation de quelques publicités que ce soit des influenceurs, et puis d'autres ne voudraient absolument rien interdire et tout laisser passer. Donc en fait, on essaie de trouver nous un moyen terme et de faire comme ce qui a été fait là au niveau français, c'est-à-dire reconnaître l'importance des influenceurs sur les réseaux sociaux. 43% des entreprises françaises de services financiers prévoient d'augmenter l'utilisation des influenceurs, c'est-à-dire que presque 50% des entreprises en Europe souhaitent avoir recours à l'influence en ligne, donc qui se développe énormément
éléments. Et donc, je crois qu'il est nécessaire de mieux protéger les consommateurs, notamment les plus naïfs. Et il faut faire très attention lorsqu'on vend des produits en ligne par rapport à ce qu'on peut vendre. Et je crois que la transparence et la sincérité sont nécessaires pour éviter les dérives, les arnaques et les dangers quand ça peut toucher notamment à la santé, à l'esthétique ou à tout ce qui est sécuritaire. Merci Stéphanie Yon-Courtois, députée européenne Renaissance, pour ces précisions donc sur ces sanctions dont écopent 6 influenceurs français. Heureusement, il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux. Regardez, c'est une forme de réseau social. Il s'agit d'un GPS, pas comme les autres. Il est collaboratif. C'est l'application Wave. Elle a été mise en place à Nantes. Elle permet de se guider sur un trajet sécurisé d'un point à un autre, avec des appels d'alerte, par exemple, si l'appli détecte un problème. On voit ça dans ce reportage de Jules Boiteau avec Julie Poncet. Si vous croisez des piétons le nez dans leur téléphone à Nantes, ils sont peut-être en train de suivre un itinéraire sécurisé, comme Catherine. L'application va me faire passer pour rentrer chez moi en haut de la place de l'Orme, sur la gauche. C'est pas instinctivement le trajet que j'utilise habituellement, mais ça va me permettre d'être plus sécure et de passer ensuite devant le Radisson, sur la place Aristide-Briand, où il y a à nouveau des caméras. L'application Wave fonctionne comme Waze pour les voitures. Une carte recense en direct tous les incidents qui se déroulent dans la ville et propose des chemins pour les contourner. Des incidents répertoriés par les utilisateurs via un système d'alerte volontaire ou automatique en cas d'agression. Le téléphone va capter votre rythme moyen sur l'itinéraire. Si d'un coup il y a une cassure, donc si vous mettez à accélérer, tomber ou changer d'itinéraire, on fait vibrer votre téléphone pendant 10 secondes avec le flash. Okay. Et si du coup il n'y a pas de réponse de votre part, on considère que vous êtes en danger et donc on alerte le cercle de sécurité. Un cercle de sécurité composé de numéros de proches sélectionnés par l'utilisateur. La formule est payante, mais l'application propose aux restaurants ou aux bars de souscrire un abonnement pour recevoir un QR code et faire profiter clients et salariés. Une formule qui a convaincu ce patron. Bien souvent, nos salariés peuvent avoir des difficultés à rentrer le soir ou en journée d'ailleurs, en toute sécurité chez eux. Il est important pour nous d'assurer un maximum de services de manière à ce que le retour puisse être le plus fluide possible. Depuis la mise en service de l'application il y a 1 mois et demi, 6000 personnes l'utilisent dans la ville de Nantes. La moitié sud du pays en vigilance Météo France aux orages. Beaucoup de pluie, en particulier sur la côte méditerranéenne. Image ici hier à l'Orgue, sur la côte d'Azur, dans le Var, le département qui affiche même un excédent sur le mois de mai. Sandra Larue, personne ne va s'en plaindre après des records de sécheresse. Oui, c'est forcément une bonne nouvelle. En effet, ces pluies qui se sont installées sur la moitié sud et donc sur le département du Var depuis le début du mois de mai, 6-7 mai environ. Donc en moyenne, on a pu observer sur ce seul département du Var 100,8 mm de pluie. Donc une normale pour un mois de mai, c'est 61 mm. Donc en effet, on est dans un bel excédent et c'est une bonne chose évidemment pour la sécheresse de surface. En revanche, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il y a beaucoup de disparités. Il a beaucoup plu dans l'intérieur du Var. Vous le voyez ici sur cette image. Donc là où c'est bleu, on a des sols qui sont quand même gorgés d'eau. Il est tombé par exemple 210 mm de précipitations à Ops et dans le même temps, sur le littoral du côté de Fréjus, à peine 38 mm. Donc l'écart est considérable et on peut faire exactement le même constat évidemment pour la sécheresse. Alors c'est plutôt bien. En revanche, ce qui est plutôt moins bien, c'est qu'on aura beaucoup moins d'instabilité la semaine prochaine puisque des conditions anticycloniques vont gagner les régions du sud également, là où il pleut régulièrement depuis plusieurs jours. Et puis on a des températures qui vont grimper encore, des conditions vraiment estivales qui vont s'installer, largement estivales. On pourra dépasser largement par endroits, en tout cas largement. On dépassera par endroits les 30 degrés avec une dépression qui va s'installer au large du Portugal et qui va à nouveau faire remonter de l'air chaud sur le pays et donc les régions du sud, mais aussi au nord. On attend des températures qui pourront atteindre les 30-31 degrés et donc à nouveau des températures chaudes et donc ces sols qui vont s'assécher encore sur les régions du sud, mais qui auront été quand même arrosés tout au long de ce mois de mai et ce début juin. Et le Québec, lui aussi, en proie aux gigantesques incendies. On part au Canada où plus d'une centaine de feux continuent de brûler dans le pays d'est en ouest, d'un océan à l'autre, comme l'a dit le Premier ministre. 11 000 personnes ont dû être évacuées de la région de Québec. Le Premier ministre parle d'une période effrayante. Émile Darcourt.
les secours multiplient les rotations pour combattre les flammes ici au nord-est du Canada. Le feu touche aussi les provinces du centre. Sur cette carte, chaque point rouge est un incendie. Ils ont entraîné l'évacuation de 10 000 personnes. J'ai de la chance d'avoir une caravane en ce moment, mais ma plus grande chance, c'est que tout le monde s'occupe les uns des autres. Les pompiers travaillent 24 heures sur 24, pompiers, policiers, secours, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que tout le monde rentre à la maison rapidement. En Nouvelle-Écosse, les incendies étaient rares jusque-là. Les habitants se sont tout de suite mobilisés pour accueillir les personnes évacuées. Tout le monde a été absolument fantastique. Vous savez, il y a des pompiers locaux qui sont mobilisés sur le terrain alors qu'ils ont perdu leur propre maison. Et ils se battent pour les maisons de leurs voisins. Nous sommes très reconnaissants. Sur les terrains très secs, encore épargnés, la prévention s'organise. Ça fait longtemps que cet endroit n'a pas été débroussaillé. Il faut le refaire tout le long de cette colline. C'est une zone dangereuse. S'il y avait une étincelle, le feu pourrait très vite remonter la colline, parce qu'un incendie se déplace rapidement vers le haut. En Nouvelle-Écosse, l'armée a répondu aux appels des autorités locales. Des troupes sont sur le terrain pour lutter contre les flammes. Restez sur BFM TV. Dans un instant, les dernières informations concernant la crainte, l'inquiétude des autorités à Ajaccio. Match face à l'OM ce soir en Corse. Les supporters marseillais, ils sont 600 attendus qui ont interdiction de se déplacer dans la ville. Ils ont été parqués en quelque sorte sous haute surveillance, en tout cas dans une fan zone sur la plage. Le match va se jouer à guichet fermé. Nous avons travaillé en amont pour organiser le déplacement des Marseillais, disent les autorités préfectorales. A tout de suite.